Merci d'être avec nous et de continuer à nous faire confiance sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous sommes sur plusieurs plateformes satellitaires et également numériques. Vous nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je reçois pour ce numéro Joseph Kamwanga sur ce plateau. C'est lui l'invité du jour, mais autour d'une thématique caustique, un peu philosophique, mais aussi une thématique qui exige de la hauteur. Monsieur Kamwanga, bienvenue. Merci et bonjour Fabien de m'avoir invité sur votre plateau. Joseph Kamwanga est géopolitologue. Il s'intéresse à la recherche en géostratégie, géopolitique, et également à l'environnement, mais surtout, de par aussi sa formation c'est lui qui est issu de SPA, Sciences politiques et administratives, Joseph Kamwanga, depuis quelques mois, est à la tête d'une structure importante. C'est la toute première en Europe et surtout en France, son pays d'accueil, dans lequel il garde un pied, justement, avec un regard tourné vers l'Afrique et le Congo, son pays d'origine, en perspective pour, pas le recours au pays natal, mais le retour au pays natal. La structure s'appelle Société civile congolaise de la diaspora en France. Joseph, pourquoi vous avez créé cette structure? Voulez-vous échapper à ce phénomène combat tabac? D'où vient l'idée d'avoir une société civile congolaise en France? Merci beaucoup pour votre question. L'idée nous est venue du fait que nous étions, l'image qui nous a été collée n'était pas la bonne, n'était pas la nôtre. On nous a un peu traités comme des personnes des marginaux, des personnes violentes, des personnes dont on voyait dans les réseaux sociaux en train de s'insulter, insulter nos dirigeants politiques, le président de la République qu'on sort, et ça nous a interpellés. Il fallait absolument redorer l'image de la diaspora. Vous savez, la diaspora congolaise, elle apporte beaucoup dans ces pays. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent notre apport du point de vue de l'économie, du point de vue de compétences que nous transmettons, du point de vue également des valeurs. Donc, il nous a fallu absolument nous lever et chercher à absolument redorer notre image. Voilà, quelqu'un répète souvent l'ingratitude de ce monde. Mais moi je dis, qui a dit que l'ingratitude de ce monde? Parce que beaucoup de Congolais reconnaissent l'apport de leurs frères et sœurs qui habitent loin du pays. Vous avez beaucoup apporté, mais c'est une structure gigantesque. Environ 220 associations, oui, 220 associations déjà reconnues par l'État français. La préfecture de police de Paris, tout à fait, oui. Donc nous avons obtenu notre récépissé de reconnaissance en tant qu'association, en tant que société civile regroupant 220 associations congolaises en France. Donc nous fonctionnons officiellement désormais, et ce qui n'a pas été facile. Il nous a fallu plusieurs mois, parce qu'il y a eu des rejets, il fallait faire des recours administratifs, et en fin de compte, nous avons obtenu gain de cause, parce qu'on nous opposait la loi sur les séparatismes.
séparatisme dès lors que nous sommes présentés comme société civile de la diaspora congolaise. Très bien. Mais comment vous êtes arrivé à la tête de cette structure gigantesque englobant plus de 200 associations par élection? Vous en êtes le président fondateur. Comment vous êtes arrivé à la tête d'une importante structure? Je suis le cofondateur, bien sûr, mais ce sont les associations qui m'ont porté, les présidents des associations qui m'ont porté à la présidence de cette association pour au moins 5 ans. Après 5 ans, il y aura une nouvelle assemblée générale qui va, si les amis sont satisfaits de mon mandat, ils vont me reconduire certainement. Mais je pense, j'en profite d'ailleurs pour leur dire merci. Merci pour la confiance qu'ils m'ont témoigné pour pouvoir conduire cette société civile, la première en Europe, bien sûr. Et nous espérons que nous allons pouvoir mener nos missions dans la plus grande sérénité, dans le respect des lois de la République française et le respect des lois de notre pays d'origine, la République démocratique du Congo. J'espère qu'il n'y aura plus ce phénomène combat tabac et une certaine délinquance sera gérée par cette gigantesque société civile pour pouvoir amener les gens à présenter une bonne image du pays et travailler pour ce pays, parce que beaucoup d'enfants que vous avez engendrés en Europe, aux États-Unis, commencent à réclamer, même issus des mères américaines, européennes d'origine, ces enfants commencent à réclamer justement l'Afrique et surtout le Congo, et beaucoup veulent rentrer ici parce qu'ils ont regardé, ils se sont regardés dans le miroir. Ils ont vu les réalités de l'Europe et des États-Unis. Tout à fait, vous avez raison. Il faut reconnaître que l'image qui nous a été collée n'était pas la réalité réellement, mais ça nous a fait beaucoup de tort. Et laissez-moi vous dire que la diaspora congolaise est constituée des personnalités, des intellectuels, des professeurs d'université, des médecins, des scientifiques, et qu'on ne voyait pas dans les réseaux sociaux, et qu'on ne voit pas. Nous faisions partie de ce qu'on appelle la diaspora. Dans les réseaux sociaux, j'ai côtoyé beaucoup. Oui, beaucoup ne sont pas dans les réseaux sociaux. Pas du tout. Et puis, ils ne répondent pas à des invitations, ils ne sont pas dans les rassemblements des masses et de tous ces gens qui insultent ou qui sont dans les pratiques connues. Tout à fait. Il fallait garder cette attitude-là pour pouvoir nous distinguer de ceux dont vous connaissez, c'est dont on voyait dans les réseaux sociaux, ces délinquants. Et malheureusement, ce sont des compatriotes, mais des délinquants. Et aujourd'hui, nous nous sommes levés pour pouvoir tout à fait redorer notre image. Nous pensons que nous allons pouvoir montrer l'image exacte, réelle de la diaspora congolaise, partout où elle se trouve dans le monde. Voilà. Avant d'arriver à nos thématiques, dans cette fosse centrée, c'est hyper important. J'en ai profité dans la présentation que j'ai faite sur vous. La diaspora, elle est importante autour de l'actuel chef de l'État, depuis son avis aux affaires. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, comme on dit, belgicain, tout ça. Alors, vous êtes nombreux, je ne dis pas vous, Joseph Kamwanga, vous êtes nombreux, la diaspora, ou les personnalités de la diaspora, les frères et sœurs, autour du grand chef, mais on n'a pas senti la différence. Souvent, vous piquez la colère pour stigmatiser, dénoncer ce qui se passait au pays. Mais quand on regarde, et je vous ai taquiné tout à l'heure dans mon bureau, oui, avant de monter au plateau, qu'est-ce qui fait que vous ne fassiez pas la différence? Joseph, nous nous regardons dans les yeux et nous nous disons la vérité. Bien sûr. Vous ne faites pas la différence, Banapoto. Et c'est vous, au contraire, qui plombez le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, nous sommes conscients de ces problèmes, mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les castings, dans l'effervescence de la prise de pouvoir.
il y a eu un groupe de gens de la diaspora qui se sont précipités à l'hôtel Béatrice, et le président lui-même, arrivant nouvellement au pouvoir, avait besoin des gens qui pouvaient l'entourer et n'avait pas fait attention, n'avait pas réellement cherché à savoir qui était qui faisait quoi avant de venir là. Donc c'est ainsi qu'il s'est retrouvé. On a mis des gens, moi je connais personnellement des gens qui n'ont jamais travaillé en France ni en Belgique, mais qui se sont du coup parachutés, conseillers autour du président de la République, ou voire même ministre. Vous voyez, mais le président a quand même été en train de corriger cette erreur. Il est en train de corriger, il y a pas mal qui ont été quand même virés. Hein, il a nettoyé quand même son entourage, et tous ces personnes-là qui vous dénoncez, que les Congolais malheureusement ont dénoncé, la plupart ne sont plus autour du chef. Les chefs sont en train depuis un moment, de recruter des gens compétents et des gens dignes de sa confiance, des gens qui vont redorer l'image de la diaspora et qui vont pouvoir apporter beaucoup, aider notre pays à aller de l'avant. Et voilà. Je crois que vous allez l'aider à donner une autre image de cette diaspora. Mettre tout le monde dans le même sac serait une erreur grave de jugement. Nous ne disons pas tous ceux qui sont venus, mais ceux qui sont restés au pays, nous autres, on a vu que ceux qui étaient aussi nombreux, qui fréquentaient la 10e, 11e rue, à Limité, à l'époque de feu Tshisekedi au Mulumba, eh ben, tout le monde n'a pas fait la différence positivement, parce qu'on a vu également les autres dans la peau de ventriote ou nombriote. Je ferme cette parenthèse. Oui, mais avant de fermer la parenthèse, il faut que je rappelle ici notre rapport dans ces pays depuis plusieurs décennies. Selon la Banque mondiale, la diaspora transfère environ 1 milliard de dollars dans ces pays. Environ 1 milliard, mais 1 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Vous savez ce qui est... Des statistiques actualisées. Actualisées de 2024. Maintenant, depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi aux affaires, on dit que c'est maintenant le sens contraire. Le mouvement, c'est les fonds qui quittent le pays vers... Non, non, pas du tout. Le personne dont vous faites allusion ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan. Vous savez combien sommes-nous en France seulement? Vous êtes au nombre de combien? Ah, nous sommes environ 200 000. Congolais. 200 000 Congolais en France. Et en Belgique, c'est plus? Ah, c'est encore plus. C'est encore plus. Alors, et vous savez combien les minimums, la moyenne de fonds transférés chaque année par chaque Congolais de la diaspora française en France, diaspora congolaise en France, combien minimum? Au moins par mois, c'est 75 € minimum par mois. Et pour ceux que, là je parle de la moyenne, c'est-à-dire la classe moyenne de la diaspora en France, mais les cadres et les hommes d'affaires et tout, combien transfèrent-ils dans ces pays? Et c'est d'ailleurs grâce à nous aussi que certaines familles arrivent à s'en sortir dans ces pays. Imaginez que nous puissions garder, nous ne puissions plus transférer de l'argent dans ces pays, mais il y aurait, je dirais même des émeutes. Vous comprenez? Parce que 1 milliard de dollars chaque année dans ces pays, c'est un apport considérable. Donc, les personnes dont vous faites allusion, qui ne sont pas représentatives de la diaspora, là, il faut que l'on corrige quand même. C'est là, ces personnes ne sont pas représentatives de la diaspora. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des individus que tu choisis voilà, pour leur talent ou compétences, mais qui, malheureusement, n'ont pas absolument donné satisfaction de ce dont on attendait d'eux. Justement. C'est tout à fait normal. Oui. Mais voilà, mais nous apportons énormément. En plus de l'argent que nous transférons ici tous les mois, mais il y a aussi des compétences que nous transférons dans ces pays.
les compétences, il y en a aussi beaucoup localement, c'est-à-dire au niveau national. Merci de cet apport financier, apport en termes de compétences logistiques. On sent que les Congolais ont le souci de leur pays, malgré nos discussions, notre approche de discussion dans les réseaux sociaux. Est-ce que vos enfants vous font pression pour la découverte de leur pays d'origine et surtout pour le retour? Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas passer leur retraite dans les homes des vieillards. Ah oui. Beaucoup préparent leur retour au pays. Est-ce que les enfants vous font pression? Absolument, mes enfants. Personnellement, mes enfants n'ont jamais été en Afrique, n'ont jamais été dans leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Ils me font pression chaque jour. Papa, nous voulons aller voir le Congo. Nous voulons découvrir notre pays d'origine. Et nous sommes contents de pouvoir, nous sommes satisfaits parce que, de ce point de vue, parce que le président de la République a permis à ce que tout Congolais de la diaspora, même ayant changé de nationalité, puisse revenir au pays sans visa. C'est-à-dire avec un visa aéroportière. Donc, il achète son billet, il monte dans l'avion. C'est ici à Njili qu'il obtient obligatoirement son visa. Ça a débloqué beaucoup d'énergie. Ça a aidé énormément. Ça a fait en sorte que beaucoup de nos compatriotes reviennent au pays, investissent. Voilà, donc je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Et comme moi, la plupart des familles de nos compatriotes viennent avec leurs enfants, leur montrer la réalité, leur montrer leurs origines. Et c'est hyper important. Il ne reste que vous. Oui, il ne reste que moi. C'est peut-être pas un bon exemple. C'est pas Ezali Banga Moulilité. Alors, Mema Bango. Bamona Congo, absolument, Balinga Congo, absolument, Basale la Congo. Absolument, il faut Basale la Congo, mais avant Basale la Congo, je pense qu'il faut que ça me renvoie un peu. Je sais peut-être qu'on va aborder cette question. Ça me renvoie sur la question du changement de la Constitution. La Constitution actuelle nous a énormément mis à l'écart, nous a énormément marginalisés du fait que nos enfants, comme vous le savez, sont français, sont américains, sont belges, sont britanniques. Voilà, donc ils ne peuvent pas, et du coup, ils perdent leur nationalité d'origine. Donc je pense que c'est pourquoi la société civile de la diaspora est pour les changements de la Constitution. Parce qu'on ne pouvait pas nous marginaliser à ce point-là. Donc nous mobilisons et nous sommes pour les changements de cette Constitution et nous allons continuer à nous battre pour que cette Constitution soit changée. Joseph, vous avez compris que Info Centré nous a pris pratiquement une partie importante de ce magazine. Ça valait la peine. Oui, ça fait partie des imprévus. Tout à fait. Même si la thématique est restée têtue telle que nous l'avions formulée. Oui. La donne est en train de changer, les chamboulements, bouleversements au niveau de la géopolitique et la géostratégie. Eh ben, Macron, le président français, l'avait annoncé, c'est la décadence de la civilisation occidentale et même américaine, même si ce n'est pas encore visible et palpable, mais eux-mêmes, spirituellement, ils ont déjà senti que le temps, ce n'est plus. Les temps ne sont plus les mêmes pour eux. Et Joseph, l'Afrique, on sent que l'Afrique peut rebondir. Le Congo, est-ce que, quand vous regardez l'Afrique et la RDC, réellement, est-ce qu'elles sont prêtes, l'Afrique et la RDC, prêtes à faire face à ces bouleversements? Tout à fait. Tout à fait, nous sommes prêts à faire face à cette récomposition géopolitique, comme tu viens de le dire, parce que l'Afrique a beaucoup de potentialités. Déjà sur le plan de la démographie,
nous avons une démographie florissante, alors que l'Europe est en déclin démographique. Et la France, par exemple, c'est un pays actuellement qui connaît un phénomène de vieillissement de sa population. Vous savez, qui dit vieillissement, dit l'appauvrissement, c'est-à-dire la problématique, les problèmes économiques, parce que les personnes qui vieillissent ne sont plus en capacité de pouvoir travailler. Il faut des personnes jeunes. Or, la société française a du mal à se rajeunir. Donc, sans parler de pays comme le Niger, qui a un taux de fertilité d'environ 6 enfants par femme. Et les Mali, les Burkina Faso, les Nigeria qui sera d'ici 2050 le deuxième pays le plus peuplé au monde. Tu vois, nous avons vraiment beaucoup d'atouts et qui font que nous sommes prêts. Et d'ailleurs, nous sommes un continent d'avenir. Un continent d'avenir dans la mesure où nous sommes, c'est chez nous en Afrique, on trouve les matières premières. Les matières premières dans tous les domaines de la haute technologie. Donc, c'est également chez nous en Afrique, on trouve les jeunes. Nous sommes un continent où on trouve environ 50 à 60% de jeunes de moins de 30 ans. Et ça, c'est énorme. C'est une potentialité phénoménale. Quand on sait qu'en Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne est en train de traverser une situation très difficile. C'est une population très vieillissante. L'Allemagne était obligée de pouvoir intégrer plus de 3 millions de Turcs sous Angela Merkel. Pourquoi? Parce que c'est une population qui est très vieillissante. Il faut des gens, il faut des immigrés pour travailler, pour faire tourner les industries, pour pouvoir développer le pays. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup d'atouts et nous sommes prêts. Je pense que nous sommes prêts. Nous devons nous faire confiance et que ce bouleversement que nous connaissons aujourd'hui, les bouleversements de l'Occident et la remise en cause de la civilisation judéo-chrétienne, des valeurs judéo-chrétiennes, les bouleversements de valeurs de la démocratie et sont aujourd'hui remis en cause. Et vous savez, il y a les signes quand même qu'ils font, à ne pas négliger. En Afrique, vous savez, la France a perdu environ 4 pays en Afrique. Les Tchad, les Niger, les Mali et les Burkina Faso. Vous voyez, le Tchad c'est parti. Ah oui, mais vous suivez bien, le contingent, la base française au Tchad a été fermée. Donc il y a un contingent de plus de 200-300 hommes qui sont restés, qui sont rentrés en France. Vous voyez, donc ça bouge énormément. Sauf que je pense que nos autorités en RDC, parce que nous y sommes, je pense qu'ils prennent conscience de tout cela pour pouvoir anticiper. Les modes sont en train de changer. Il faut que l'on prenne ce train de changement en marche. Alors, le Congo a une élite qui a souvent peur, pas une élite très courageuse pour prendre des grandes décisions à des moments cruciaux de l'histoire. Vous voyez comment on hésite, par exemple, à aller embrasser Moscou. Vous voyez comment on a toujours peur du banditisme américain et avec ses méthodes. Est-ce que nous sommes déjà dans une approche prospective avec une anticipation au niveau des instruits? Je ne parle pas des intellectuels, je parle des instruits, ceux qui sont allés à l'école, à l'université, qui ont récité ce qu'on leur a appris et qui ont décroché des diplômes. Ben oui, mais les diplômés, les intellectuels, les érudits africains, nous en avons beaucoup, mais pourvu que les politiques nous fassent confiance. Là, tout au début de notre émission, tu as fait part de la déception de notre population par rapport à la diaspora qui entoure le président de la République. Mais il faut que les politiques nous fassent confiance. Donc, je pense que pour le moment, il n'y a aucun signe d'anticipation.
pour tout vous dire. Aucun signe d'anticipation par rapport au changement qui est en cours actuellement dans le monde. Mais j'espère bien que dans les mois à venir, ou les années à venir... Trump vient d'arriver. Mais il n'est pas revenu par hasard, Trump. Vient de revenir. 4 ans à la Maison-Blanche avec une autre approche. Oui. Vous sentez qu'il annonce certaines décisions, ainsi de suite. Kagame, soutenu par les démocrates, nous fait la guerre ici. Et nous ne faisons qu'enterrer nos compatriotes bientôt 30 ans. Et puis, c'est pratiquement 30 ans. Oui. Et est-ce que nous sommes dans cette logique de pouvoir dire, ah ben, prenons une décision, Trump arrive, mais... nous avons aussi la vieille Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'assoit dans les think tanks pour réfléchir. La vieille Europe est en effondrement actuellement. Nous assistons à un effondrement de l'Europe, des valeurs occidentales. L'effondrement de l'Occident actuellement. Trump n'est pas arrivé là par hasard. Parce que Trump a su parler aux Américains. Il leur a fait comprendre que les difficultés que vivent aujourd'hui les Américains, c'est parce que les politiques se sont mêlés des situations qui ne les concernaient pas, qui n'étaient pas de leur intérêt. Et Trump leur a fait comprendre que désormais c'est American first. C'est quoi? C'est américain, les Américains d'abord. Et les Américains, ce message a eu un écho favorable. C'est ainsi que Trump est arrivé. C'est bien pour nous, pour les Congos, notre pays. Parce que désormais, les Américains ne vont plus soutenir Kagame, ne vont plus fournir des armes au Rwanda, ne vont plus fournir le technicien, la technologie militaire au Rwanda. Vous le croyez facilement? Pardon? Vous le croyez facilement? Mais parce que ce n'est plus de leur intérêt. Parce que la politique, et même l'Ukraine. La politique étrangère de Washington reste la même. C'est le même banditisme. Dans quel intérêt les États-Unis vont-ils continuer à fournir des armes au Rwanda? D'autant plus que les États-Unis qui assurent la défense de l'Europe à travers l'OTAN, et Trump pense qu'il faut arrêter l'aide américaine à l'Ukraine. Vous savez, si l'Ukraine tient encore aujourd'hui, c'est grâce aux États-Unis qui aident l'Ukraine via l'Occident, via l'Union européenne. Et pourquoi Trump va-t-il continuer à aider les Rwandais qui attaquent notre pays, qui occupent nos territoires et laisser tomber l'Ukraine? Ouais, Joseph, ceux qui influencent la politique américaine, c'est pas la Bible sur laquelle... non, pas du tout. C'est sur laquelle ils prêtent serment, les chefs, donc les différents locataires de la Maison-Blanche. Oui. Ce sont les multinationales qui influencent les choses au Capitole et à la Maison-Blanche. Et vous savez qu'à la Maison-Blanche, le président n'est pas le seul décideur. Le président n'est pas le seul décideur. Il y a les congrès. Et puis, il y a les sénats. Vous avez vu que les alligators, à un moment donné, ils s'entendent très bien. Revenez à la conférence de Yalta, en Crimée, sur le territoire ukrainien aujourd'hui, une partie sous occupation justement russe. Oui, mais cette conférence de Yalta entre Franklin Roosevelt, Churchill. Et qui encore Joseph Staline. C'était le partage du butin de guerre. Absolument. Ces gens, vous voyez Bachar al-Assad, qui était soutenu par Moscou. Oui. Aujourd'hui, on lui a donné l'exil doré à Moscou, mais il a été livré par Poutine. Oui. En compensation, il y a quoi? Vous voyez que ces jeux, nous ne pouvons pas être toujours des enfants qu'on porte. Vous savez, Fabien, la géopolitique, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Quand les Occidentaux n'avaient plus intérêt à soutenir Mobutu, ils l'ont lâché. Vous connaissez bien l'histoire. Comme Poutine n'avait plus intérêt à continuer à soutenir Bachar al-Assad,
il l'a laissé tomber. L'Iran également, mais en comme il n'avait plus intérêt. En compensation, il a quoi? Peut-être l'Ukraine, parce que Zelensky a compris la donne et malheureusement, tardivement, il a dit, bon, il veut la paix, oui, que la Russie occupe d'abord ses territoires, oui, lui a besoin de la paix, ça viendra après. Mais bien sûr. Mais le Comédien ne comprenait pas avant les choses. Oui, oui, il faut toujours, mieux vaut tard que jamais, Fabien. Il a compris finalement. Mais non, c'est lui qui demande les dialogues. C'est lui le perdant. Normal. Le perdant. Oui, oui, mais il y a toujours dans une guerre, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais les perdants, c'est aussi Poutine quand même. Vous savez, c'est une guerre qu'il a déclenchée à la surprise générale. Et qu'il n'a pas pu gagner comme il l'attendait. Mais le gagnant, c'est Poutine. Il souhaitait, c'est une guerre, pour lui, c'était en 24 heures ou 48 heures. Tout l'Ukraine, le régime ukrainien est tombé et il plaçait un homme de confiance, son homme à lui. Mais ce qui n'a pas été le cas. Les médias français, les médias mensonges européens, la manière dont ils nous gavaient les informations, eh ben, c'était comme si Poutine était le diable. Mais quand vous dites Poutine, c'est lui le perdant. Est-ce que c'est pas Poutine le gagnant aujourd'hui, même s'il a livré Bachar al-Assad? Est-ce que c'est pas lui le gagnant quand on regarde Trump qui revient et on parle négociation? Est-ce que c'est pas lui le gagnant? Oui, en Ukraine. Oui. En Ukraine, c'est lui le gagnant. Et désormais, je pense que l'Union européenne, il a mis cette situation, met quand même l'Union européenne dans l'embarras et dans les doutes de qui va pouvoir défendre désormais l'Union européenne, comme Trump au pouvoir. Parce que, figure-toi, les 70% des armes que détiennent l'Union européenne aujourd'hui, et même celles qui sont envoyées en Ukraine, viennent des États-Unis. Oui, mais Trump veut mettre tout, une croix à tout cela. Mais, donc c'est une inquiétude dans les années à venir. Parce que l'Europe comptait énormément sur les États-Unis pour pouvoir les défendre. Mais maintenant, les choses, la donne a changé. On assiste à un bouleversement de la géostratégie. Mais il faut que nos autorités congolaises puissent énormément anticiper tout cela. Alors, mais si l'Europe la vieille Europe est à genoux, puisqu'elle a sous-traité donc sa force, le volet militaire, sa défense, oui. Sa défense, oui. Parce qu'elle a continué avec cette crise russo-ukrainienne à sous-traiter sa dépendance ou sa force nucléaire, plutôt énergétique, oui. Jusqu'à aller acheter le gaz de shift des États-Unis d'Amérique. Et à quel prix? Alors, maintenant que la donne a changé, oui. On regarde sur le continent africain, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, quoi encore? Le Niger, oui. Voilà, d'autres pays pourraient les rejoindre. On voit qu'ils font ce qu'on appelle abandonner Saint-Pierre et embrasser Saint-Paul. Ils ne connaissent pas que les grands, là, s'entendent à un moment donné, comme c'était entendu à Yalta. Est-ce que ces États d'Afrique sont conséquents avec ce qui vient d'arriver à Bachar al-Assad? Je pense qu'ils ne sont pas conséquents. Ils ne sont pas conséquents dans la mesure où, par exemple, au Burkina Faso, on assiste à une dérive militaire, aux militaristes du régime. Et ces 3 ou 4 pays, il faut le noter, ils viennent de créer une alliance des États du Sahel. Et du coup, ils sortent de la CEDEAO. Avec toutes les conséquences que cela entraîne pour les populations. Tout cela pour se maintenir au pouvoir. Je pense que de ce point de vue également, nous allons, dans les années à venir, il va se passer beaucoup de choses, même en Afrique de l'Ouest. Je ne vois pas ces pays pouvoir s'en sortir toutes seules, sauf si, parce que Poutine, pour en parler, il ne peut pas faire 2 ou 3 guerres comme l'Israël. Vous voyez ce que je veux dire?
s'il a également laissé tomber Bachar Assad, c'est parce que il ne pouvait pas à la fois faire la guerre à l'Ukraine, qui lui coûte énormément cher, avec toutes les sanctions auxquelles il fait face de la part des États-Unis et l'Europe, et continuer à défendre Bachar el-Assad. Donc les choix étaient clairs aussi. Parce que aujourd'hui, Poutine vend le pétrole russe est vendu à vil prix à la Chine, à vil prix au Brésil. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir, non, parce qu'il y a des sanctions on ne peut plus acheter, il ne peut plus vendre son gaz et son pétrole à l'Union européenne. Oui, donc il se tourne vers le pays des BRICS. Celui qui vient à la Maison Blanche, il doit être apparemment, et on le voit, un peu flexible oui. Par rapport à Moscou. Mais bien sûr, il est flexible parce que c'est quelqu'un... Trump a une lecture très pointue des relations internationales et même de la géopolitique. Et c'est quelqu'un qui anticipe les choses, qui voit plus loin. Bon, il va bientôt, dans quelques semaines, prêter serment. C'est-à-dire, après sa présentation de serment, il aura tous les leviers du pouvoir entre ses mains. Et nous allons certainement, dans ce cas-là... Sous l'influence des milliardaires, quand même, hein, qui ont financé beaucoup sa campagne, qui ont mouillé le maillot. Sous l'influence des milliardaires. Mais c'est monde dirigé par qui? Mais les vrais décideurs, les vrais décideurs sont les multinationales partout dans le monde. Oui, mais tu viens de le dire. Les dirigeants qu'on place à la Maison Blanche, à l'Élysée, à Bundestag, pratiquement, ce sont des étiquettes. Mais c'est le cas de Macron. Comment Macron est-il arrivé au pouvoir? Ce sont les multinationales qui l'ont placé là, qui ont financé sa campagne. Avec une mission diabolique. Oui, mais justement, vraiment faire jouer à la France, on voit bien les conséquences. Une mission des ténèbres. Absolument. On voit les ténèbres. Aujourd'hui, on voit bien les conséquences. Là, il y a une crise politique profonde en France. En un mandat, 4 premiers ministres. 4 gouvernements en un mandat. 300 milliards d'euros de déficit. Voilà. Et il n'est pas sûr que c'est les récents premiers ministres, j'ai oublié son nom, François Bayrou, puisse rester. Il est là, il y a une épée de Damoclès sur sa tête. Lorsqu'il présentera son discours de politique générale, il y aura certainement une motion des censures, pardon. Donc une motion des censures est là, et qui les guette, il va certainement partir. Voilà. Donc c'est pour te dire que on peut bien placer quelqu'un que l'on veut à coup des milliards et tout, mais il y a aussi le peuple. Il y a aussi également le président lui-même, en tant qu'une personne, un homme politique, a quand même aussi une responsabilité. On termine. Dans sa prise de décision, dans la politique intérieure, la politique étrangère. Voilà, donc je pense que l'argent ne fait pas tout, Fabien. Voilà, mais il y a quand même, une différence, on peut établir un distinguo entre la politique africaine, la politique congolaise et celle des pays dans lesquels vous vivez. Je parle de la vieille Europe. Au Quai d'Orsay, on anticipe les choses, on analyse. À Matignon, la même chose, et à l'Élysée. Alors, lorsque vous nous regardez au pays, la manière dont on se chamaille, on se précipite pour remplir le ventre et tirer le drap de son côté, Moussou Inanga et Zawapi, et tout, et Sergio autour des postes, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'impression que nous serons, même d'ici 5 ans ou 10 ans, maîtres de notre destin? Non, je suis perplexe. Je suis d'autant perplexe que si rien ne change, je ne vois pas comment nous allons pouvoir nous en sortir. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir, ce peuple congolais qui est dans une misère incommensurable. Et
cette population qui n'a rien à mettre sous la dent, qui n'a rien pour pouvoir scolariser ses enfants, qui n'a rien pour pouvoir soigner et sa famille, si rien ne change, sincèrement, je ne vois pas comment nous allons pouvoir s'en sortir. Et c'est dommage, mais on garde quand même, je garde espoir que d'ici là, peut-être les choses vont pouvoir changer. Mais je suis perplexe. Parce que perplexe, d'autant plus quand vous regardez les choix opérés par le président de la République, les choix des animateurs du gouvernement, les ministres, quand vous voyez le profil et tout, mais c'est très inquiétant. Hyper inquiétant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, quand des ministres se transforment en mobilisateurs des masses pour le président, par exemple, le président va chez lui, partout c'est chez lui, n'importe quelle province. Quand il va, est-ce que le président a besoin d'une mobilisation des ministres? Un ministre d'un portefeuille clé qui doit se transformer en mobilisateur pour le président. Est-ce que des choses comme ça, est-ce que la Premier ministre ne peut pas rappeler à l'ordre ses pions, ses lieutenants? Bon, je pense qu'il y a un problème. Notre Premier ministre a quand même un problème souffre d'un problème de l'image. Nous espérions avoir un Premier ministre ou une Première ministre qui incarne la fonction, la légitimité de la fonction, une Première ministre qui a du caractère. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Dommage, ce n'est pas parce qu'elle est une femme, mais il y a eu des femmes comme Edith Cresson en France et tant d'autres femmes en Angleterre qui ont été Premier ministre. On a vu Angela Merkel et consorts. C'était des femmes de poigne, qui avaient du caractère, qui tapaient du poing sur la table, qui pouvaient dire non quand il s'agissait de non, et oui quand il faut dire oui, mais ce n'est pas le cas actuellement, et ça inquiète énormément. Elle le fait dans la cohésion, quand ils sont en réunion Conseil des ministres, il y a un rappel à l'ordre souvent, mais comprenez que nous sommes dans un environnement où ce sont peut-être les troubadours et les trouvères qui, par moments, l'emportent, parce que soutenus aussi par des médias accompagnateurs. Dommage. Joseph, je vous demande votre mot de la fin avant dommage, de clôturer. Dommage, oui, le mot de la fin, malheureusement, nous sommes dans une politique des courtisans. Des courtisans, donc il faut être très courtisan pour avoir un poste politique, un poste de ministre. Il faut être courtisan pour faire du dialélo, mais c'est le peuple congolais qui en pâtit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, malheureusement. Mais le mot de la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Merci à vous, Fabien, de m'avoir reçu surtout à sur Congo votre 26, voilà, tout à fait. Congo 26 vraiment, et puis félicitations pour avoir construit cette structure-là. Et aussi, j'ai dit aux compatriotes, l'année 2024 s'achève bientôt. Dans 3 ou 4 jours, dans 3 jours. C'est déjà, nous tournons cette émission, c'est à 48 heures. Hein, c'est à 48 heures. Moins de 48 heures. Moins de 48 heures, nous allons entrer de plein pied en 2025 dans des conditions très difficiles. Très, très difficiles pour les familles. Donc, nous pensons qu'il faut espérer, continuer à espérer, à confier notre sort au Très-Haut, à l'Éternel, et à prier également pour nos autorités, pourquoi pas, pour que cela change, voilà, pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc, merci et bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Joseph Kamanga pour ces vœux que nous recevons de tout cœur. Dieu n'a pas de problème avec le Congo et les Congolais. C'est nous-mêmes, nos mentalités, notre éducation. Laissons Dieu calme. Beaucoup l'accusent, il n'a pas de problème. Nous prions pour les autorités, bien entendu, pour le peuple, pour le pays. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi de notre éducation et de nos manières, de notre façon de faire.
nos mentalités ne sont pas de nature. Quand vous regardez sur la route, quand vous regardez dans notre comportement de tous les jours, ce que nous sommes, au-delà de nos diplômes, ça constitue un frein pour l'avancement de ce pays. Et si nous ne changerons pas, ce n'est pas Dieu qui viendrait nous forcer à changer. À très bientôt. Avec le même plaisir, bonne année et bon retour dans votre pays d'accueil, avec espoir de vous retrouver ici, parce qu'on a besoin de vous pour construire ce pays. On ne l'a pas encore construit. Au revoir. Au revoir.